Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner 3 entraîneurs d'orques dont le temps dans l'eau a tragiquement pris fin. D'une entraîneuse expérimentée, surprise lors d'une séance privée en Nouvelle-Zélande, à un ambitieux débutant en Floride dont le goût du risque s'est avéré fatal. Mais d'abord, commençons sur la côte californienne, où une routine familière dans un stade bondé s'est dissipée d'une manière que personne ne pouvait arrêter. Le 12 août 2017 était l'une de ces lourdes soirées californiennes où même la brise marine semblait pesante. Au Seabreeze Cove Marine Park, les projecteurs du stade inondaient le crépuscule de lumière vive, projetant de longues ombres sur l'eau. Près de 3000 personnes se pressaient dans les gradins pour le Ocean Lights Show, le point culminant de la soirée du parc avec des orques. Les enfants s'accrochaient à leurs livres souvenirs, les parents se faisaient de l'air avec des plans du parc, et des haut-parleurs résonnaient avec le rythme de la musique de pré-show. Dans les bassins sous les gradins, des crêtes blanches de mousse frappaient doucement les bords. Tout semblait léger, familier et sûr. Mais dans la nature, même en captivité, la familiarité n'est jamais une garantie. Sous la surface, les instincts de l'océan ne disparaissent jamais vraiment. Derrière la scène, les entraîneurs effectuaient leur dernière vérification. Certains membres du personnel échangèrent des regards inquiets. Kai, l'orque prévu pour le final, s'était montré lentement lors des répétitions. Il hésitait plus longtemps que d'habitude aux portes, claquant sa mâchoire entre les sorties. Le comportement a été noté, mais avec un stade plein et sans refus clair, ils ont décidé de poursuivre le spectacle comme prévu. C'était un risque connu. Un risque qu'ils avaient déjà pris auparavant. Dans les coulisses, Maya Allison ajustait sa combinaison en néoprène et jetait sa longue tresse sur une épaule. À 31 ans, elle n'était pas seulement l'entraîneuse principale. Elle était celle à qui tout le monde se tournait. Celle qui restait calme lorsque les séances dérapaient. Celle qui pouvait ramener un veau nerveux sur la plateforme, avec rien d'autre qu'un geste de la main. En dehors du travail, elle était la personne qui se souvenait de chaque anniversaire, qui partait seule en randonnée pour photographier des fleurs sauvages et sauver des chiens errants qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre. Elle était respectée, appréciée et surtout profondément familière des animaux qu'elle entraînait. Seabreeze Cove était construit dans les courbes rocheuses de la côte californienne. Un vaste complexe de stades de spectacle, de laboratoires de recherche et de zones ombragées pour les visiteurs. Le parc attirait à la fois les touristes et les habitants, proposant des rencontres avec des dauphins, des excursions en kayak au coucher du soleil et des conférences sur la conservation. Mais l'attraction principale, la véritable raison pour laquelle la plupart des visiteurs venaient, était le programme des orques. D'énormes bassins d'eau salée s'étendaient sur le terrain, reliés par un système complexe de portes et de tunnels sous-marins. Ici, sous une musique assourdissante et des lumières vives, des générations d'entraîneurs avaient passé leur carrière. Et des générations d'orques étaient nées ici, grandies et entraînées dans les limites du parc. Kai était l'un d'eux. Né en captivité, il était le fruit d'un programme d'élevage qui promettait de combler le fossé entre captivité et conservation. Grandissant dans les bassins connectés de Seabreeze Cove, il n'avait jamais connu l'océan ouvert. Pour les entraîneurs, il était une présence familière, intelligent, motivé par la nourriture et généralement fiable sous pression, mais parfois têtu quand il était surmené. Mesurant plus de 6,70 mètres et pesant près de 2700 kg, il avait l'aura d'un performeur aguerri. Capable d'exécuter chaque routine à la perfection ou de refuser soudainement un ordre. Ces derniers mois, de petits signes d'agitation étaient apparus. Réaction retardée, plus de frappes à la surface, refus occasionnel de nourriture. Rien de tout cela n'était assez alarmant pour l'exclure du spectacle, mais suffisant pour que des entraîneurs expérimentés comme Maya l'observent un peu plus attentivement que les autres. Lorsque le spectacle a commencé à 20h15, Kai tournait déjà dans le bassin principal, sa grande nageoire dorsale fendait la surface. La finale d'aujourd'hui était un favori du public. Une série de sauts synchronisés, suivie de Maja se tenant sur le dos de Kai, se laissant porter à travers le bassin du stade, sous une mer de lumière bleue. Pour le public, cela semblait sans effort.
Pour les entraîneurs, c'était le résultat de milliers d'heures d'entraînement minutieux et prudent. Les orques, souvent appelés baleines tueuses, sont des prédateurs au sommet avec des instincts aiguisés par des millions d'années d'évolution. En captivité, les entraîneurs comptent sur la confiance, le renforcement positif et la répétition pour contrôler cette puissance. Mais aucun entraînement au monde ne peut complètement éteindre la sauvagerie qui guette juste sous la surface. Un ordre mal donné, un faux pas soudain, et toute cette confiance peut disparaître en un instant. Maya attendait dans l'eau jusqu'à la taille, donnant le signal pour le surf mount et se préparant. Les genoux fléchis, les bras tendus, le regard fixé sur Kai, qui s'approchait d'elle. De l'autre côté du bassin, ses taches blanches brillaient sous les projecteurs alors qu'il s'élançait. Maya avait déjà effectué cette manœuvre des centaines de fois. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Lorsque Kai est apparu sous elle, elle a ressenti l'hésitation. Trop tard. Son pied glissa sur son flanc lisse, et son centre de gravité perdit l'équilibre. Elle tenta encore, pendant un battement de cœur, de réajuster son poids. Elle saisit instinctivement pour se stabiliser. Mais l'élan était déjà perdu. Elle heurta durement le flanc de Kai, près de sa nageoire pectorale. Kai se retourna brusquement et attrapa la jambe de Maya avec sa mâchoire, la tirant vers le bas. Le public applaudit, pensant que c'était un nouveau numéro audacieux. Même l'annonceur s'interrompit, incertain de continuer. Des tribunes, on ne voyait que de l'eau éclaboussée. Et le bras de Maya, qui frappa brièvement dans l'air, avant qu'elle ne disparaisse sous la surface. Les entraîneurs autour de la piscine réagirent immédiatement, sifflant des alarmes et frappant l'eau à main nue pour déclencher le comportement de relâchement de Kai. Mais sa prise ne se desserra pas. Sous l'eau, Maya luttait pour atteindre la surface. Kai la tirait en cercles serrés et brutaux, un mouvement que les experts en mammifères marins appellent deep tow. Une manœuvre utilisée par les orques pour noyer des proies en difficulté. Une fois, elle refit surface, luttant pour respirer, un bras tendu vers le haut, puis Kai plongea à nouveau et la projeta latéralement dans l'eau. Les plateformes des spectateurs vacillèrent sous la force des éclaboussures, et le silence dans les gradins éclata en cris de panique. Des plongeurs de secours prirent position. Des portes d'urgence s'abaissèrent dans la piscine pour diriger Kai vers une cellule d'isolement. Mais il ne suivit pas le schéma habituel. Il resta près du mur de la piscine, pressant Maya contre le béton, la soulevant parfois à la surface, juste pour la replonger quelques secondes plus tard. Du sang tourbillonnait sous les projecteurs dans la mousse blanche, teintant les vagues de rose. Un plongeur réussit à toucher le bras de Maya, mais dut immédiatement se retirer lorsque Kai fit un mouvement brusque et qu'une vague s'écrasa sur le quai. Chaque seconde s'étirait à l'infini. Des appâts furent lancés, des alarmes sous-marines furent déclenchées. Mais Kai ignorait tout. Quand Kai la lâcha finalement, Maya dérivait face contre l'eau à la surface. Votre combinaison en néoprène était déchirée, son corps flasque, une jambe anormale pliée au genou. Les plongeurs ont saisi l'occasion, l'ont tiré sur la plateforme la plus proche et ont commencé immédiatement les manœuvres de réanimation. Sa poitrine étroite se soulevait et s'abaissait sous la pression du massage cardiaque. Des masques à oxygène lui ont été mis. Les entraîneurs criaient des ordres, se relayaient sans interruption, mais les blessures étaient dévastatrices. Côte cassée, poumons perforés, hémorragie interne massive, avec chaque minute qui passait, ses chances de survie diminuaient. Lorsque les secours sont arrivés, le stade était déjà évacué. Il ne restait que l'écho des pas fuyants et des appels radio frénétiques. L'eau était calme, interrompue seulement par le lent mouvement des projecteurs sur le bassin vide. Maja était chargée dans une ambulance et emmenée au centre de traumatologie le plus proche. Mais quand les médecins l'ont atteinte, il n'y avait plus rien à sauver. Elle a été déclarée morte dans l'heure. La cause officielle de la mort a été indiquée comme un traumatisme contondant lié à la noyade. Des enquêtes internes ont révélé ce qui était resté trop longtemps inaperçu. Les changements de comportement de Kai dans les 2 semaines précédant l'incident. Réaction ralentie, réponse retardée, petit refus étaient documentés mais non transmis. Il y avait eu des signes d'alerte, mais pas assez forts pour arrêter le spectacle.
Seabriscoe a immédiatement supprimé tous les tricks de surf physique du programme après l'incident. Les entraîneurs ont été interdits d'entrer dans l'eau pendant les performances. Les protocoles d'urgence ont été révisés et exigent désormais une intervention immédiate, dès le premier signe de comportement déviant. Pas seulement après. Les collègues de Maya ont tenu une cérémonie privée sur les falaises, où la mer rencontre les rochers, un endroit où elle aimait se promener seule. Avec l'appareil photo sur l'épaule, toujours à la recherche des premières fleurs sauvages de la saison, il ne se souvenait pas d'elle seulement comme entraîneuse, mais comme celle qui restait après le travail pour calmer un veau nerveux. Les mots d'encouragement sur les portes des casiers étaient collés avant les grands spectacles, sans jamais perdre leur respect pour les animaux. Sa combinaison en néoprène et son livre d'entraînement étaient exposés dans une vitrine au personnel, avec une plaque simple disant « Pour Maya, qui n'a jamais cessé de croire en elle ». La mort de Maya a rendu visibles les risques cachés même dans les spectacles les plus contrôlés. Pour Will Terangi en Nouvelle-Zélande, ce n'était pas un stade plein qui lui a causé du tort, mais une réunion privée, un moment de routine qui s'est transformé en violence en quelques secondes. Le 6 août 2012, il faisait froid et gris argenté au-dessus de la côte de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Dans le parc marin à Hauraki, un léger brouillard flottait sur la surface des bassins d'entraînement, tourbillonnant entre les tribunes et les garde-corps salés. Il n'y avait encore personne, juste le bruit de l'eau contre le béton et le lointain cri des mouettes sur les falaises. De tels matins étaient routiniers, le genre de jour où le travail semblait presque prévisible. Mais dans l'étroit espace entre routine et instinct, la prévisibilité ne dure jamais longtemps. Wirimu Terangi, mieux connu sous le nom de Will, ferma sa combinaison en néoprène et courut le chemin vers les bassins. Sa respiration formait de délicats nuages dans l'air frais du matin. À 28 ans, il était encore jeune pour un entraîneur principal, mais connu pour sa patience. Ses mains calmes et sa façon d'attirer l'attention sans jamais devoir élever la voix. Will n'était pas un casse-cou. Il ne cherchait pas la lumière des projecteurs. C'était le genre de personne qui restait le soir pour réparer des combinaisons déchirées, qui dessinait des orques en marge de ses protocoles d'entraînement, qui prêtait ses vestes de rechange quand un jeune entraîneur les oubliait. Il aimait les matins tôt, les longues randonnées dans les collines de son enfance et la photographie. Sa vieille caméra abîmée n'était jamais loin, coincée entre des sacs de poissons congelés ou rangés dans un casier. Lors de ses jours de repos, il faisait du bénévolat dans une réserve ornithologique au nord d'Auckland, conduisant parfois des heures juste pour réparer des clôtures ou reconstruire d'anciens nichoirs. Dans le parc, on le connaissait comme fiable, bienveillant et totalement digne de confiance. Quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance sans hésiter. Il n'était pas du genre à prendre des risques. Au contraire, il était méthodique, une caractéristique qui rendait ce qui se passait d'autant plus difficile à comprendre. Le parc marin à Hauraki s'étendait sur une baie sauvage près de Tauranga, un vaste complexe avec des expositions éducatives, de petits aquariums et un bassin principal qui était le cœur de l'établissement. Ouvert au début des années 1990, le parc avait acquis une réputation tranquille pour combiner les principes de conservation maori avec la science marine occidentale, même si son fonctionnement était comme toute autre attraction touristique. De gigantesques bassins d'eau salée, reliés par des portes en acier, dominaient le centre, tandis que des chemins ombragés et des plateformes d'observation traversaient le site. Les orques étaient le joyau du parc, et aucune étoile ne brillait plus que Taku. Taku était né en captivité dans un autre établissement et avait été transféré au parc marin à Hauraki à l'âge de 3 ans. Lorsqu'il atteignit sa maturité sexuelle, il pesait près de 2500 kg et mesurait presque 6 mètres de la tête à la nageoire caudale. Il était intelligent, rapide et bien entraînable, mais considéré comme imprévisible. Les entraîneurs le décrivaient comme joueur, mais facilement surexcitable, avec tendance à passer soudainement de la coopération à des jeux sauvages. Ces derniers mois, le comportement de Taku était devenu préoccupant. Réactions incomplètes, sauts à la surface pendant l'alimentation, lenteur à répondre aux stimuli. Des notes ont été ajoutées à son dossier.
Mais comme il n'y avait pas d'incident grave, ses spectacles publics et ses sessions privées se poursuivaient comme d'habitude. Ce matin-là, la tâche de Will était simple. Une séance matinale en solo pour répéter une nouvelle séquence de sauts où Taku devait jaillir de l'eau de manière spectaculaire sur un signal silencieux, à côté d'une plateforme immobile. Pas de tour avec contact direct. Pas de montée. Seulement du travail aquatique et des comportements de surface. Cela devait représenter un faible risque. Les orques sont des maîtres de l'agression calculée, capables d'une patience incroyable et d'une violence explosive lorsqu'ils sont provoqués. Dans la nature, ils chassent leur proie pendant des heures, testant les limites avant de porter le coup fatal. En captivité, les programmes d'entraînement reposent sur la prévisibilité, des comportements renforcés, des signaux appris, une confiance construite progressivement. Mais la confiance n'est pas un instinct. Même l'orque le plus expérimenté peut changer en un instant si la frustration, la confusion ou la surexcitation remplacent le conditionné. Et quand cela se produit, il n'y a pas d'avertissement et pas de seconde chance. Will monta sur la plateforme immergée, donna le signal de préparation et observa Taku glisser gracieusement dans l'eau et se mettre en position. Les premiers sauts se déroulèrent comme prévu. De grands arcs propres avec peu d'éclaboussures. Mais déjà, Will sentit que quelque chose était légèrement différent. Taku émergea avec plus de force que d'habitude, frappant durement la surface, provoquant des vagues plus profondes dans le bassin. Ses cris étaient aussi forts. Des appels courts et profonds, frappant les murs en béton. Will a donné le signal à nouveau et a fait signe, attendant un autre passage parfait. Au lieu de s'élancer vers l'eau, Taku a brusquement tourné, alignant son corps de manière étrange sur la plateforme. Ses mouvements devenaient plus serrés, rapides et directs que le rythme contrôlé que le tour exigeait habituellement. La collision s'est produite plus vite que quiconque n'aurait pu réagir. Le corps de Taku a frappé Will sur le côté avec la force d'une voiture, le projetant de la plateforme dans l'eau. Désorienté, Will est remonté, luttant pour respirer, en brisant la surface, juste pour sentir une étreinte écrasante autour de son torse. Depuis la plateforme, les quelques employés présents ont vu l'impact, les mouvements et la silhouette sombre qui tournait en dessous. Des appels d'urgence retentissaient par des haut-parleurs, tandis que les entraîneurs jetaient des poissons dans l'eau pour distraire Taku. Mais l'orque ne réagissait pas. Dans le bassin, Will luttait, se débattant contre la pression croissante autour de ses côtes. Taku l'a tiré à nouveau sous l'eau, mordillant son ventre, un comportement habituellement ludique chez les jeunes, mais ici se transformant rapidement en blessure profonde et en tirage puissant. À la surface, les entraîneurs ont lancé les procédures d'urgence, appelant par radio que tous les bassins connectés devaient être immédiatement verrouillés. Un plongeur de sécurité a couru vers le point d'accès d'urgence, mais Taku se tenait entre Will et toute tentative de sauvetage. L'eau autour d'eux bouillonnait de mouvement, devenant plus sombre à cause du sang. Taku est remonté brièvement. Will s'est endormi sur le côté avant de replonger en cercle serré et de projeter l'entraîneur contre le mur. Quand Taku l'a finalement lâché, Will flottait immobile, le visage vers le bas au milieu du bassin. Pendant quelques longues secondes, Taku est resté prêt, tournant lentement sous la surface, frôlant le corps de Will avec sa nageoire dorsale, comme s'il ne voulait pas vraiment le lâcher. Les entraîneurs au bord du bassin continuaient à frapper l'eau, lançant de la nourriture, mais il ignorait chaque signal. Quand un plongeur en équipement de sauvetage est entré dans l'eau, Taku a réagi immédiatement, se précipitant vers la perturbation, créant une onde de choc qui a repoussé le sauveteur contre le mur. Il a fallu 2 autres plongeurs, s'approchant de manière coordonnée des extrémités opposées du bassin, pour finalement pousser Taku dans le tunnel de connexion et fermer la barrière d'urgence derrière lui. Avec Taku sécurisé, l'équipe de sauvetage s'est précipitée vers Will. 2 plongeurs l'ont tiré sur la plateforme immergée, tandis qu'un entraîneur a grimpé sur le côté et a immédiatement commencé la réanimation. Massage cardiaque, respiration, comptage frénétique. L'équipe travaillait mécaniquement, parlant à peine, sauf pour compter les compressions et les insufflations. Le sang troublait l'eau autour d'eux, se mêlant à la mousse.
Malgré tous les efforts, il est devenu clair après quelques minutes à quel point ses blessures étaient graves. Quand les secouristes sont arrivés, Will a été mis sur une planche, mais avant qu'il ne puisse commencer le transport, il a été déclaré mort sur les lieux. L'enquête interne a été rapide et a été accablante. Les protocoles de sécurité exigeaient que 2 entraîneurs soient présents à chaque séance dans l'eau, surtout avec un animal ayant des comportements documentés comme Taku. Le parc a reconnu un échec procédural et a immédiatement suspendu tous les travaux aquatiques jusqu'à ce qu'une révision complète soit terminée. Taku a été placé sur un programme d'entraînement restreint. Seulement des exercices à sec, plus d'entraînement aquatique. Dans les jours suivants, le parc marin à Aoraki a organisé une cérémonie commémorative fermée pour le personnel. Amis et collègues se souvenaient de Will comme équilibré, amical et d'une patience inébranlable. Celui qui restait après les spectacles pour réparer des accessoires cassés. Celui qui laissait toujours une veste de rechange dans son casier, au cas où quelqu'un aurait oublié la sienne. Celui qui croyait qu'avec assez de temps et de respect, tout pouvait s'apprendre. Sa perte a laissé un vide dans l'équipe soudée qui ne pourrait jamais vraiment être comblé. La tragédie de Will provenait d'une confiance bâtie sur des années d'expérience. Pour Sarah Kim, c'était le contraire, un besoin de prouver sa valeur, un risque pris sans le temps ni l'entraînement pour comprendre ce qui se cachait vraiment sous la surface. Le 17 mars 2011 était un de ces matins qui semblaient trop parfaits pour mal finir. Au parc marin Clearwater Cove, la lagune d'eau salée brillait sous un ciel bleu immaculé, scintillant au soleil du matin. Les entraîneurs se déplaçaient rapidement sur les passerelles, préparaient des harnais et faisaient des répétitions sonores pour le spectacle. Une routine qui semblait si banale qu'on oubliait facilement la puissance avec laquelle ils travaillaient chaque jour. L'eau était calme. La journée semblait légère, mais dans des endroits comme celui-ci, ce sont souvent les jours les plus calmes qui dérapent le plus vite. Sarah Kim ferma sa combinaison en néoprène et courut pieds nus sur la plateforme principale, faisant un rapide pouce levé aux techniciens près de la rambarde. À 24 ans, elle était l'une des plus jeunes entraîneuses en eau libre du parc, une étoile montante poussée plus vite sous les projecteurs que la plupart. Elle était aussi la fille du nouveau directeur opérationnel de Clearwater Cove, un ancien responsable d'un aquarium public qui avait été engagé. Pour moderniser l'image du parc et réduire les coûts d'entretien croissants, les employés de longue date avaient leurs doutes. Sarah avait le charisme naturel et l'énergie qui brillaient pendant les spectacles, mais pas l'expérience des années que la plupart des entraîneurs accumulaient avant d'entrer dans la lagune. Certains murmuraient qu'elle ne méritait pas sa libération, d'autres disaient que cela n'avait plus d'importance. Sarah ne fuyait pas les rumeurs. Au contraire, elle s'épanouissait dans cela. Elle était audacieuse là où d'autres hésitaient, intrépide là où d'autres étaient prudents, et prête à prendre des risques qui lui apportaient à la fois admiration et ressentiment silencieux. Les nouveaux entraîneurs l'admiraient, les expérimentés prenaient leur distance. Clearwater Cove n'était pas un immense empire marin comme les parcs plus au sud. C'était plus petit, plus ancien, construit au bord d'une baie protégée avec une infrastructure vieillissante cachée derrière des brochures amicales. Les bassins d'eau salée et les lagunes de spectacle, les dauphins, les lions de mer et un seul orque limitaient l'accès à la mer ouverte par des portes immergées et des filets. Pour les visiteurs, cela semblait ouvert et naturel. Pour les entraîneurs, il était clair que les filets étaient poreux, les portes lentes, le personnel débordé. Les réductions budgétaires avaient diminué l'entretien et la supervision. Des préoccupations de sécurité concernant les filets extérieurs et le comportement imprévisible de certains animaux avaient été soulevés. Mais sans incident médiatique, les avertissements se perdaient souvent dans des paperasses et disparaissaient dans des dossiers. Au cœur du programme marin de Clearwater se trouvait Makoa, un énorme orque mâle de 7,30 mètres et plus de 3100 kg, capturé des décennies auparavant dans l'Atlantique Nord. Il avait été déplacé de parc en parc avant d'arriver ici, et au fil du temps, il avait acquis une réputation de calculateur, fier et rapidement irritable. Les entraîneurs signalaient encore et encore des comportements problématiques. Réactions lentes, refus de maintenir une position,
claquements de mâchoires près des quais, un signe d'alarme qui, ensemble, formait une image inquiétante. Au cours des derniers mois, certains entraîneurs expérimentés avaient refusé d'aller dans l'eau avec lui. Sarah, en revanche, s'était portée volontaire. Sans hésitation, la tâche ce matin-là devait être simple. Un exercice de nage en solo pour renforcer le comportement de ciblage et de positionnement à la surface de l'eau. Pas de montée, pas de tour, juste un simple enchaînement de nage dans la lagune ouverte. Sarah donna le signal de départ et glissa dans l'eau, son corps traversant proprement la surface. De l'autre côté de la lagune, Makua émergea, sa nageoire dorsale fendait l'eau calme. Les premières interactions se déroulèrent sans accroc. Un contact ciblé, un tournant lent, un coup de nageoire. Depuis les quais, les superviseurs de service se détendaient. Cela semblait comme n'importe quelle autre séance. Sarah fit le signe d'un rappel énergique, frappant l'eau vivement. Makua réagit immédiatement, mais pas comme quelqu'un l'aurait attendu. Il accéléra vers elle, prenant de l'élan avec des coups de nage puissants. Pendant un battement de cœur, cela semblait impressionnant, jusqu'à ce que ce ne le soit plus. Au lieu de remonter proprement à la surface comme prévu, Makua lança tout son poids en avant, percutant la hanche de Sarah avec son museau, avec une force comme si l'air lui-même explosait. Elle tomba sur le côté et frappa durement l'eau. L'impact se perdit dans les cris du public et les sifflements des arbitres. Désorientée, elle luttait pour émerger, frappant fort. Mais Makua était déjà de retour. Il se jeta à nouveau sur elle, saisissant sa cuisse avec sa mâchoire et l'entraînant sous l'eau. Sarah se débattait violemment, battant de la jambe libre, mais la prise de l'orque était comme du fer. Au-dessus d'elle, le monde se brouillait en bandes de lumière et d'ombre. Les entraîneurs sur les quais se mirent en mouvement. Des sirènes d'urgence retentirent. Des sauts de poissons volaient vers l'autre côté de la lagune, des klaxons d'air hurlant à la surface. Mais Makua ignorait tout. Il traînait Sarah dans un arc brutal à travers l'eau, la secouant avec des mouvements de tête sauvages, tandis que des jets de sang jaillissaient. Des plongeurs de sauvetage se jetaient à l'eau, lançant une civière d'urgence dans le bassin, mais la plateforme n'avait aucune chance. Makua la repoussa d'un seul coup. Un plongeur s'approcha assez près pour toucher le bras de Sarah, mais un coup rapide de la nageoire de Makua le força à reculer sous le quai. Un autre essaya de l'éblouir avec une lumière sous-marine vive. Mais l'orque esquiva sans effort. Son attention était entièrement sur la silhouette inerte dans sa bouche. Le combat s'éternisait. Les plongeurs travaillaient par intervalles coordonnés, utilisant des barres et des barrières gonflables pour pousser Makua vers la porte d'isolement. Cela dura 3 minutes agonisantes. 3 minutes pendant lesquelles le sang se répandait dans l'eau, jusqu'à ce qu'une étroite ouverture se forme. 2 plongeurs filèrent, saisirent le corps de Sarah et la tirèrent sur le quai flottant. Sa jambe gauche était déchiquetée, son torse était couvert de profondes contusions et de morsures. Elle ne respirait pas. La réanimation commença immédiatement. Un plongeur prit en charge le massage cardiaque, un autre sécurisa les voies respiratoires et insuffla de l'oxygène dans ses poumons effondrés, tandis qu'un troisième comptait le temps à haute voix. Le sang s'infiltrait à travers les fentes du quai et colorait l'eau en dessous d'un rose pâle. Il travaillait avec une détermination mécanique brutale, changeant toutes les 2 minutes, ne renonçant pas. Mais les blessures étaient catastrophiques. Un poumon effondré, un bassin fracturé, des hémorragies internes massives et plusieurs contusions thoraciques. Malgré des efforts incessants, Sarah a été déclarée morte dans les 10 minutes suivant son extraction. Lorsque les secouristes se retirèrent enfin, personne ne dit un mot. Les entraîneurs restaient immobiles sur le quai, leurs combinaisons en néoprène goûtant, des radios pendaient mollement à leurs côtés. La lagune, à peine pleine de cris et d'alarmes, était étrangement silencieuse sous le soleil du matin. C'était comme si rien ne s'était passé, à part le sang, qui flottait encore juste sous la surface. Des enquêtes internes ultérieures ont confirmé que Sarah n'avait jamais terminé le protocole de certification en eau libre requis pour les sessions non surveillées. La direction avait accéléré son approbation, sous la pression de moderniser l'image publique du parc. Des avertissements sur l'irritabilité croissante de Marco avaient été documentés, mais n'avaient jamais dépassé les protocoles internes.
Et quand ces avertissements ont été repris, il était déjà trop tard. Le programme de natation a été silencieusement suspendu dans les semaines suivantes. Le nom de Sarah a été retiré du matériel promotionnel. Les manuels du personnel ont été réécrits, sans aucune mention de ce qui s'était passé. Parmi les entraîneurs restés, sa mémoire perdurait, pas dans des plaques ou des mémoriaux, mais dans des avertissements discrets à la prochaine génération. Pas d'unité de natation en solo, pas d'approbation accélérée, pas de seconde chance, car lorsque la confiance échoue dans l'eau, il n'y a pas de temps pour réparer. Juste le moment où cela se brise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous allez sûrement adorer celle qui s'affiche à la fin. J'espère qu'on se retrouve là-bas.